Oui, merci beaucoup. Alors, vous m'entendez, Eric? Tu m'entends? Oui, Oui, je ça t'entends va, tout très va bien, bien. génial. C'est Et parfait. ouais, super. Et d'abord, je voudrais remercier pour cette organisation qui permet qu'on se retrouve comme ça et qu'on parle de ce sujet. Moi, j'ai été contactée par vous ensuite de la publication d'une carte blanche cet été, à la suite des événements qui sont passés pendant l'été, sur nos plages, les plages de la côte belge, on ne sait plus très bien si on doit dire la côte belge ou la côte flamande d'ailleurs. Et je du coup, ça a été l'occasion d'essayer de résumer en fait, ce que j'ai pu observer, à la fois en tant que constitutionnaliste, à la fois aussi en tant que prof d'UNIF, parce que moi je suis en contact avec les jeunes. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Nassim qui est un de mes étudiants qui est là. Bonjour Nassim d'ailleurs, j'ai voulu vous envoyer un message dans le canal écrit, mais comme vous savez, je ne suis pas la plus douée pour faire ça. Et donc merci à Nassim qui est un de mes étudiants qui est là aussi. Et le troisième poste d'observation, si vous voulez, c'est donc en tant que constitutionnaliste, en tant que prof, donc forcément, je suis en contact avec ces jeunes. Et là, le troisième titre, si je puis dire, c'est le fait que depuis la mars, avec les étudiants, et notamment Nassim, et je vais en reparler, on tient un labovirus d'observation juridique du droit. Donc, notre manière, si vous voulez, de réagir à ce confinement, à la digitalisation de l'université, parce que, alors là, pour le coup, nous, Zoom, Teams, Vroom Vroom, tout ça, on connaît et on est bien obligé. Notre manière de réagir, ça a été de tenir un laboratoire d'observation du droit. Donc, chaque semaine, depuis la mi-mars, on se retrouve pour observer et commenter le droit. Alors, parfois on est 2, parfois on est 30, c'est très variable. Mais c'était une manière, si vous voulez, de faire, d'une pierre plusieurs coups. À la fois, nous, on est des apprentis juristes. Moi, je suis juriste, les étudiants sont inscrits au cursus de droit. Donc, c'était une manière de pratiquer et d'expérimenter, si vous voulez, notre rôle en temps de crise, parce que c'est de ça dont il s'agit. Moi, je dis aux étudiants, là, bon, nous, on doit un peu, il y a les médecins, mais il y a les juristes aussi qui doivent mettre les mains dans le cambouis pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'était une manière de tromper nos solitudes aussi, si vous voulez, parce que c'est très clair qu'on n'est pas égaux par rapport au confinement. Et moi, j'ai des étudiants qui sont très seuls, et donc c'est une manière de rompre ces solitudes. Et enfin, c'était une manière de ne pas se laisser faire, hein. Vous voyez, le Covid nous a dans le collimateur, nous aussi, on l'a dans le collimateur. Et là, depuis la mi-mars, on le suit pas à pas, et avec nos moyens du bord. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, parfois on s'entend, parfois Discord fonctionne, parfois non. Eh bien, on le tient à l'œil. Et donc, c'est comment dire, la somme de ces points d'observation que je vais essayer de vous faire partager sous le regard vigilant aussi de Nassim qui intervient s'il veut, bien sûr. Et donc, voici, vous voyez là, Eric, vous me confirmez que vous voyez bien? Super. Voilà le fruit de ces observations à titre multiple. Alors, Chantal en a parlé et mon collègue de Liège en parlera de manière plus générale. On est dans une situation juridique, alors là, inédite, parce qu'on a subi 5 périodes successives et c'est pas fini, allant du confinement trash à un début de déconfinement, puis on a commencé à alléger le confinement, puis on a reconfiné pour retourner à un confinement dur, ce qui est très difficile évidemment à suivre. Chantal en a parlé aussi, on est face à alors vraiment une avalanche d'arrêtés ministériels et qui ne sont même pas des arrêtés de pouvoirs spéciaux. Donc, toutes les règles qu'on nous impose, c'est des, j'ai envie de dire, simples arrêtés, oui, j'ai envie de dire, je vais le dire, des simples arrêtés ministériels du ministre de l'Intérieur. Moi, j'en ai recensé avec les étudiants toujours depuis mars 23, ce qui veut dire que chaque fois, la règle change et les règles changent, ce qui évidemment pose un problème en termes d'adaptation, de prévisibilité, d'accessibilité à la norme. Depuis l'été, on a du mal, nous on voit bien puisqu'on fait ça chaque semaine, on a du mal à suivre aussi depuis l'été parce que se rajoutent aux arrêtés ministériels qui changent de manière continuelle des arrêtés provinciaux et des arrêtés communaux. Alors là, franchement, moi j'avais jamais vu ça en tant que juriste et je suis pas toute jeune, pas toute fraîche, une avalanche de normes
très compliqué à suivre et à détecter. Et alors, il y a ces pouvoirs spéciaux. On croyait, il y a une première phase entre mars et juin. Je dois vous dire que moi, j'avais espéré qu'on en reste là. Et puis, depuis octobre, certaines institutions s'y remettent, la région wallonne, la fédération Wallonie-Bruxelles, la région bruxelloise et la COCOM. Je ne suis même pas sûre, je vais vous dire, pour la COCOF. Donc, c'est dire, alors qu'une fois de plus, bah, c'est mon métier. Et donc, je veux dire, je dis ça parce que je trouve un peu effrayant. Par exemple, pour la COCOF, j'ai du mal à, peut-être mon collègue en sait plus, mais à voir s'ils ont demandé les pouvoirs spéciaux ou non. Bref, ensuite, de ces régimes de pouvoirs spéciaux. En tout cas, dans la première phase, moi j'ai compté plus de 150 arrêtés de pouvoirs spéciaux dans les domaines les plus divers. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux, c'est donc le fait, c'est très simple, hein, c'est que les gouvernements font tout seuls ce qu'ils ne devraient pas faire et que c'est les gouvernements qui prennent des décisions alors que c'est le Parlement qui devrait le faire. Et donc, dans toute la ligne juridique, ça c'est clair, et Chantal en a parlé, un grand fait marquant, c'est le fait que la démocratie représentative résiste très mal, mais de manière plus générale, le fait qu'on mette les parlementaires de côté. Et alors qu'on mette les parlementaires de côté, mais que les parlementaires se laissent faire, parce que je vous dis, il n'y a rien qui les oblige, et c'était votre courrier, votre démarche de leur écrire est très bien pour ça. Au fond, il n'y a, a rien qui les oblige à se laisser faire. C'est une des discussions qu'on pourrait avoir, parce que moi, je reste absolument tout à fait consternée, en fait, de la manière, de la, comment dire, de la résignation dans laquelle sont les parlementaires, alors que, ben, écoutez, en tout cas, la Constitution, elle est claire. C'est pas les gouvernants, c'est pas les exécutifs, c'est pas les chefs et les super chefs qui sont désignés pour notre Constitution, ce sont les parlementaires. Donc, on est là face par un régime exceptionnel qui se répète, qui perdure et qui se prolonge, qui est, à mon avis, totalement inacceptable. Mais je laisse mon collègue qui parlera plus généralement de l'état de droit aborder ces questions. Je me concentre sur les droits des jeunes puisque c'est ça que vous m'avez demandé, en montrant que ça, on le sait, on est impacté, ce régime extraordinaire, hein, exceptionnel, impacte, mais alors une série de nos droits et libertés à tous. Et là, je suis pour tous, les jeunes et les vieux. Donc on le sait, ce Covid-19, il a fait exploser nos droits culturels. Il nous a limités dans nos capacités de nous rassembler, à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur. Il alors joue sur les libertés de commerce et dans les deux sens. Ceux qui, les tenanciers de l'ORECA sont évidemment lourdement pénalisés, ou des magasins, mais notre participation aux activités commerciales sont aussi limitées. Il met en tension le droit du travail. Alors ça, on a encore travaillé récemment avec une association féministe sur l'impact en termes féministes du télétravail. Ben, écoutez, nous, on a quand même, nous les femmes, on a mis beaucoup d'années, beaucoup de siècles même, à sortir de la maison de nos tâches ménagères et de sortir à l'extérieur et travailler. Il y a évidemment, par exemple, un impact en termes genrés du retour de chez nous, du retour du travail à domicile, qui s'observe de nouveau dans toutes les couches de la population. Alors, notre liberté d'aller et venir a été extrêmement impactée aussi, notre liberté de culte, hein, qui est réduite, la liberté ou l'exercice du culte qui est réduite par ce Covid-19. Bref, je ne les ai même pas toutes passées en revue. Ce qui est certain, c'est que on sent que la pression et la tension est de plus en plus grande sur nos droits et libertés dans une approche répressive, et que la surveillance, hein, ne fait qu'augmenter. Ça, on l'a vu dans notre labo-virus avec les étudiants, c'est un processus progressif, mais au départ, il y a peu d'infractions pénales qui sont liées aux mesures Covid-19. Donc, au départ, le ministre de l'Intérieur est prudent. Et au fur et à mesure, de plus en plus de comportements sont sanctionnés par des infractions pénales. Et donc, de plus en plus souvent, on habilite les forces de l'ordre, notamment, à contrôler ce que l'on fait, parce que c'est exactement de ça dont il s'agit. Donc, cette augmentation de la pression sur nos droits et libertés correspond aussi à une augmentation de l'approche répressive
sur le respect de ces normes. Alors, c'est concret, hein, parce que regardez les chiffres, hein, je vous ai sorti les derniers chiffres là, au 1er novembre 2020, 109 000 dossiers étaient ouverts pour contravention aux règles Covid-19. Si je compte bien, ça veut dire qu'un Belge sur 100 serait un délinquant. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que le haut taux de ces chiffres, c'est énorme, hein, depuis mars, plus de 100 000 dossiers et d'infractions constatés, ne me semble pas tant le fruit du penchant terriblement anarchique du Belge moyen. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois au contraire qu'on retrouve dans ce chiffre élevé la conséquence des défauts de prévisibilité, de clarté et d'accessibilité de la norme. Excusez-moi, c'est un peu jargonnant, je vais le dire plus clair, c'est que concrètement, je crois qu'à force aussi d'adopter des normes de plus en plus nombreuses, avec des normes changeantes, des normes qui viennent d'autorités différentes et qui se multiplient, et des normes de plus en plus immédiates, parce que de plus en plus, on sent une accélération. Si vous voulez, la norme est produite, on entend une conférence de presse et puis tout de suite, il faut obéir. Et ça, excusez-moi, entre l'adoption d'une norme et le respect de cette norme, si vous ne laissez pas un peu de délai, eh bien forcément qu'il y a des gens qui ne vont pas la respecter tout de suite. Et donc, on peut vous prendre en défaut, et donc, on peut verbaliser, et donc, on peut constater des infractions. Donc, ce chiffre très haut n'est pas tant, à mon avis, à mettre sur le compte du penchant terriblement punk de la population belge, ce serait bien nouveau d'ailleurs, hein, que la population belge devienne punk, mais plutôt sur le fait aussi de la manière dont ces normes et cette politique Covid-19 est menée. Et alors, je reviendrai peut-être dessus, mais je vous donne des chiffres, et ça, je dois vous dire que ça m'inquiète un peu. Précédemment, regardez, c'est ce qui vient d'être affiché, c'était les chiffres d'août, et en août, on donnait encore la part, regardez, je ne sais pas vous montrer avec ma souris, mais on donnait encore la part des affaires protection de la jeunesse. Et si vous voyez, en août, on chiffrait à 80 000, un peu plus de 80 000 les infractions Covid-19 en général, et c'est dans ce chiffre, un huitième, comme on le voit, était des infractions qui concernaient les jeunes, de manière un peu inquiétante, mais je viens récemment de le constater, donc je n'ai pas encore pu prendre mes renseignements là-dessus. Les derniers chiffres au 1er novembre ne donnent plus la proportion. Vous voyez, infraction des majeurs pénalement et des jeunes. Ça, c'est dommage, à mon avis. Donc, je vous tiendrai au courant parce que je compte à leur écrire. Je vais écrire au Collège des procureurs généraux pour leur demander pourquoi on n'a plus le détail et la répartition entre parquet correctionnel et parquet de la jeunesse, parce que ça nous donne évidemment, et certainement à vous, un indicatif très important et très sérieux de l'évolution de la répression et de cette approche criminalisante du Covid-19 auprès des jeunes. Alors, je l'ai dit, on est tous impactés par ce régime répressif et comment dire, pénalisant, mais les jeunes le sont, à mon avis, encore plus. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer, c'est on fait tous l'objet de mesures qui impactent nos droits et libertés, mais les jeunes bien plus, et pour différents facteurs qui me font dire qu'il y a une forme d'impensé dans cette politique des droits des jeunes et du Covid-19. D'abord, comme on va le voir, en plus des mesures qu'on a déjà vues, qui s'appliquent forcément aux jeunes, il y a des mesures spécifiques qui se superposent. Ensuite, il y a toute une série de mesures qui sont les mêmes pour les vieux et les jeunes, mais qui ont un impact plus lourd, à mon avis, sur les jeunes. Par ailleurs, je pense qu'il y a des mesures qui sont totalement inadaptées à la manière de fonctionner des jeunes. Alors là, franchement, on voit que c'est les vieux, en fait, qui adoptent ces mesures. Les vieux comme moi, je m'estime jeune, hein. Je vais vous montrer aussi qu'il y a un déséquilibre total, en fait, qui est propre aux jeunes, et enfin, je montrerai que, du coup, c'est ces facteurs qui font qu'on est face à une situation en tension que vous, en tant qu'association de terrain, vous vivez comme en vibrato, si je puis dire, hein. Vous êtes vraiment à la source de cette tension. Alors, qu'est-ce que je veux dire sur la superposition des mesures? Ben, c'est que bien évidemment, en plus de toutes les mesures que j'ai vues et qui valent pour tout le monde, on a des mesures spécifiques. Par exemple, la limitation du rassemblement des jeunes. Eh bien, pour les jeunes, qui sont quand même plus dehors que nous, et c'est bien normal, c'est propre à leur âge, ça a un impact beaucoup plus fort.
les mesures sur l'école. Alors écoutez, ça, je peux de nouveau écrire un film sur la manière dont l'école est gérée est impactée par le Covid-19. Très certainement que forcément ça impacte nos jeunes. Que dire de tout de l'université? Quand même, là, moi, je suis en première ligne là-dessus, où on a digitalisé à distance par à-coups et de manière successive, et on y est encore, ce qui a un impact évidemment pour les jeunes et pour les étudiants que je mesure, alors moi, au quotidien. Les activités extrascolaires au sens large, ça forcément, ça impacte les jeunes. Je sais qu'il y a des adultes, et j'en suis d'ailleurs, qui ont aussi des activités le soir ou culturelles. Enfin, c'est en premier lieu les jeunes qui sont évidemment impactés par les mesures qui sont prises sur les écoles de devoirs, sur le sport, sur les activités parascolaires, avec cette ligne pour le moment que je trouve personnellement très très compliquée pour les jeunes, cette limite d'âge moins de 12 ans, plus de 12 ans, ou entre 12 ans, en fait, l'âge, à mon avis, vraiment sacrifié, c'est entre 12 ans et 18, ou de plein fouet, alors que c'est précisément, excusez-moi, les jeunes auxquels on doit être très attentif, les adolescents, qui sont là dans une espèce de trou noir, notamment en termes d'activité extrascolaire. Tout ce qui est discothèque, le milieu de la nuit, on en a peu parlé. Je lisais encore un article là-dessus. Les discothèques, le domaine de la nuit en général, est fermé sans interruption depuis mars. Alors moi, personnellement, voilà, ça ne m'a pas impacté. Mais pour les jeunes, je pense qu'on ne prend pas assez au sérieux le fait que ce secteur de la nuit, pour le secteur de la nuit aussi, mais pour les jeunes, la fermeture totale, sans interruption, donc ils n'ont jamais rouvert. C'est un des rares secteurs. Le reste, vous voyez, ça a été par à-coups. Je sais pas, les cinémas, les théâtres, les unifs, on a pu un peu se voir et puis on s'est reséparés, les écoles, mais le secteur de la nuit est fermé de mars à maintenant. Ça, c'est pas anodin, rappelons-nous. Enfin, moi, je me rappelle de ma jeunesse, franchement, évidemment que les activités nocturnes, et mes étudiants, ils en parlent, ça, ils en parlent, ils ont bien raison, c'est normal. On ne prend pas ça au sérieux parce qu'on est vieux, parce qu'on ne voit plus, il y a une forme d'invisibilité de la vie nocturne. Et au fond, pour eux, c'est très important. La conséquence, mesdames et messieurs, regardez, vous la voyez là visuellement, c'est que la répression, ça on le sait, ou la surveillance, l'impact augmente, la surveillance aussi. Ça, c'est en fait, c'est le panneau de la vie des jeunes, hein, c'est l'école quand même, et ça c'est bien. Hein, moi, je suis celle qui vraiment fait des claquettes parce qu'on a laissé les écoles ouvertes, heureusement. L'université, même si c'est à distance, elle est quand même ouverte, il y a quelque chose. Et par ailleurs, par ailleurs, c'est le vide. C'est le vide et puis beaucoup de limitations et de restrictions et beaucoup de surveillance. Ça, écoutez, en fait, il y a un schéma, ça vaut mieux que des longs discours. Voilà, ça vaut tout. La vie des jeunes, c'est pas aller à l'école, à l'université et puis être confiné, restreint et surveillé. C'est juste pas possible. Alors, à ça s'ajoute, mesdames et messieurs, le fait que certaines mesures qui valent pour toutes ont un impact beaucoup plus lourd pour les jeunes. Je pense le confinement ou le semi-confinement. Eh bien, écoutez, il y en a certains qui peuvent trouver ça, et notamment les personnes plus âgées, dont je suis, enfin les adultes, peuvent trouver un certain confort à rester chez eux, dans une ambiance cocoon. Les jeunes, excusez-moi, ça, typiquement les adolescents et même alors, la tranche, à mon avis, 12-25 ans, franchement, être obligé de rester chez soi, j'ai presque envie de dire que c'est contre nature, ce n'est pas un avantage. Alors que, de nouveau, je précise, je pense que pour certains adultes et certaines personnes non jeunes, ça peut être un avantage de rester chez soi. La nuit, j'en parlais. Moi, personnellement, le couvre-feu, bon, parfois ça m'ennuie un peu, mais bon an, mal an, ça n'a pas bouleversé complètement ma vie. Pour les jeunes, je n'ai pas trouvé d'image pour ça. C'est compliqué. Résumer la magie que peut incarner la nuit quand on est jeune. Rappelez-vous votre jeunesse, en fait. Le nombre de bons souvenirs qui sont liés à la nuit, que ce soit parce que vous alliez danser, parce que c'était des baisers volés, parce que c'était des errances nocturnes. Je pense qu'on a complètement sous-estimé le fait que la nuit est un espace de liberté inouï. La nuit est certainement le moment de la journée et des 24 heures qui est la plus jeune, qui est plus fléchée sur les espoirs et les énergies du premier âge. La nuit, qui est complètement confisquée maintenant par le Covid-19, eh bien, ça a un impact terrible pour les jeunes qu'on ne mesure pas bien. Et alors, on vit tous une époque de surveillance, mais une fois de plus, je pense que ça a un impact beaucoup plus lourd pour les jeunes,
qui multiplie les canaux de surveillance, la surveillance de l'école ou de l'université d'ailleurs, la surveillance accrue dans les foyers, et alors évidemment, on en a parlé, Chantal en a déjà parlé, la surveillance de la police. On sent bien hein, que le Covid-19, c'est l'allié intime et le complice et le grand copain des chefs et des super chefs. Ça, on le ressent tous, je pense à tous nos âges, mais pour les jeunes, c'est encore plus vrai. Alors, qu'est-ce qui doit être pris en considération, à mon avis, quand on parle de Covid et des droits des jeunes? C'est l'inadaptation totale, alors là, vraiment totale, et je pèse mes mots, du droit adopté aux réalités des jeunes. Quand on lit les arrêtés ministériels, hein, eh bien, en fait, on essaie de se reconnecter avec sa mentalité jeune. On se rend compte que c'est inadapté parce que ça suppose nécessairement de planifier ses activités. En fait, vous devez tout le temps planifier vos activités pour savoir ce que vous pouvez faire et pas faire. Et ça, excusez-moi, mais c'est contre nature par rapport à la jeunesse. Être jeune, c'est précisément ne pas planifier ses activités. Ce n'est pas justement vivre avec des listes. Même chose, la limitation des contacts, prévoir et contrôler ses contacts. Alors ça, c'est de nouveau, je pense qu'il faut, c'est pas dans le logiciel jeune. Moi, je fais ça notamment avec mes enfants ou aussi avec mes étudiants. Quand on sait qu'on peut se limiter à autant de personnes dehors. Souvent, je dis à mon fils qui me dit: «Maman, je vais rester dehors». Je dis: «OK, mais tu vas voir qui?» Mais en fait, il ne sait pas parce que ça fait partie du jeu. C'est ça être jeune, c'est être dehors et ne pas planifier comme nous les adultes. Alors aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 10 heures avec un tel, à 11 heures avec un tel et à 14 heures, je vois un tel. Ça, c'est des mécanismes de vieux, c'est des mécanismes hyper normés qui sont complètement, voilà, j'ai montré un agenda, vous voyez, avec la to-do list, c'est totalement hors du logiciel des jeunes. Limiter sa bulle, ça, je trouve que c'est une des choses qui a le plus montré à quel point le droit fédéral était déconnecté des réalités des jeunes. C'est que la bulle qu'on nous imposait faisait absolument fi complètement des réalités que peuvent vivre les jeunes chez eux et des rapports de force dans les foyers. Parce que c'est les parents qui décident la bulle. Ou à l'heure actuelle, quand vous avez droit à une personne dans la bulle, franchement, comment vous managez ça, et surtout, obliger les jeunes à prévoir que pendant 6 semaines, ils voient une personne. Mais c'est totalement hors logiciel. Et je vous ai mis cette image un peu neuneu de manière plus générale parce que je pense qu'il peut y avoir de nouveau là, comme souvent, une analyse intersectionnelle des thématiques. Je pense que le droit Covid-19 est un droit extrêmement normé sur la famille traditionnelle, notamment la famille qui est encore ensemble, parce que les règles Covid-19 appliquées aux familles recomposées, et franchement, je ne sais pas, c'est totalement inadapté. Ça pose des questions, donc on sent que, vous voyez, le logiciel à la base du droit Covid-19 est un logiciel hyper normé, famille traditionnelle, on reste chez soi et on travaille, ce qui véhicule des valeurs d'un traditionnalisme qu'on pensait révolu. Par la petite porte du Covid-19 rentrent en fait des valeurs traditionnelles dignes du siècle passé, et encore, je me demande si ce n'est pas le précédent. Et enfin, je vais vous montrer ici que forcément pour les jeunes à règles inchangées, l'impact est plus lourd parce que tout simplement, les avantages et les inconvénients ne s'équilibrent pas. C'est les chiffres des cas confirmés de Covid-19 où on voit bien, évidemment, on le sait, que les jeunes sont faiblement impactés par les cas de Covid-19, et donc alors loin de moi l'idée de dire que les jeunes s'en foutent, que les vieux soient impactés par le Covid-19. Et ça, je le constate de nouveau avec mes students, ils sont alors là d'un dévouement incroyable, où ils se pénalisent eux-mêmes pour protéger notamment leurs grands-parents. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui me disaient: mais madame, moi je vous aime bien, mais je ne veux pas venir en cours parce que j'ai peur que mes grands-parents soient malades. Et donc, loin de moi l'idée de dire que les jeunes s'en foutent de l'impact que ça peut avoir sur les aînés, j'ai constaté précisément le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même plus facile d'être confiné ou d'être restreint dans ses droits et libertés quand vous courez un risque.
et que donc il faut déjà, comment dire, une opération assez compliquée, intellectuelle, et même de type moral pour se dire: «Bon moi je perds tout en fait. Je suis limitée à mes obligations et par ailleurs je perds tout ce qui fait l'essence du fait d'être jeune, ne pas prévoir, se balader en groupe, ne pas avoir justement une limitation des contacts, pouvoir vivre la nuit. Je perds tout ça, mais pas parce que je cours un risque, parce que mes grands-parents courent un risque.» Et alors que, de nouveau, pour eux, la surveillance est accrue, hein. Ça, j'insiste là-dessus. On sent tous qu'on est surveillé, on sent tous une recrudescence de l'impact et de nos restrictions des droits et libertés, mais c'est sans commune mesure avec ce que vivent les jeunes. Et du coup, mesdames et messieurs, ben, la balance, elle est très clairement déséquilibrée. Ça en rajoute et ça fait la spécificité vraiment de ces droits des jeunes en Covid-19. Si vous rajoutez à ça, mesdames et messieurs, les facteurs intersectionnels, et Chantal, de nouveau, en a parlé. Je parlais des jeunes de manière théorique, idéal typique. Ce que je viens de dire vaut pour tous les jeunes. Mais si vous rajoutez à ça, selon l'âge, parce que pour le moment, il y a vraiment une fracture 12 ans avant, 12 ans après 12 ans. De nouveau, alors entre 12 et 25 ans, je pense que c'est vraiment là que se passe la situation la plus tendue. Des conditions sociales et économiques défavorables, un profil scolaire atypique ou qui éprouve des difficultés, plus la diversité socioculturelle, et que vous rajoutez en plus du Covid-19 quoi que ce soit d'autre de critique, comme par exemple, et je vais y venir, la canicule, eh bien, en fait, j'ai presque envie de dire qu'on le sait. Ça ne peut qu'aboutir à des incidents parce que c'est trop lourd, c'est trop déséquilibré. On ne peut pas, à mon avis, offrir à ce point-là un océan de restrictions, de surveillance et de limitation sans contrebalancer, sans réflexion et sans mesures compensatoires. Je pense que vraiment pour les jeunes, la situation est totalement intenable et que tout simplement, il est inadmissible de leur donner comme horizon l'école, l'université. J'adore ce que je fais et je pense évidemment que c'est le plus génial de suivre des cours à l'université. Mais après, enfin, franchement, je sais quand même aussi que les jeunes et mes étudiants, je leur souhaite autre chose. Donc on peut offrir un océan de contraintes non contrebalancées par autre chose. C'est curieux d'ailleurs parce qu'une fois de plus, dans d'autres secteurs, on fait des balances. On se dit oui, bon voilà, Noël, hein, ça va être compliqué, donc pour les familles, on va quand même un peu aérer à la fête des mères. Je me rappelle qu'on avait fait un petit cadeau. Mais pour les jeunes, je n'entends jamais qu'on se dit, à part pour les écoles, ça c'est la seule exception que j'ai faite, et heureusement que ces écoles ont rouvert, à part pour les écoles, que je n'entends personne en fait qui fait ce travail. Et du coup, une situation extrêmement tendue. Nous, on a travaillé, enfin on a vécu en août sur les plages. Je reviens rapidement parce que j'ai peur d'être trop longue là sur ces incidents dont vous avez entendu parler par la presse en fait. Et de la presse, voilà comment je les ai découverts, comme vous. Une presse extrêmement critique sur le fait que des amoks auraient été extrêmement violents, on les comparait même avec des hooligans, dans cet épisode caniculaire de l'été. Beaucoup de bandes de jeunes, épuisés, excusez-moi, à mon avis, de la fin de l'année qu'ils vivaient depuis mars, et dans des situations caniculaires particulièrement pénibles en ville où il n'y a pas de point d'eau, où il n'y a pas d'aération. Beaucoup de jeunes de la capitale sont venus sur la côte flamande et des épisodes de violence à l'égard de la police ont été recensés par la presse qui directement, ça je vous en mets des extraits, a stigmatisé les jeunes. C'était des... Anne-Emmanuel, Oui, Eric. juste pour dire qu'on a un peu dépassé le temps déjà, hein, donc D'accord, je termine voilà, parce que c'est mon d'accord. dernier, ça tombe Pas de bien, c'est le souci, dernier pas de slide. souci. Merci de me le OK. dire, Eric, je suis pas très Oui. bonne pour tenir les timings. Mais Non, donc, pas de souci. merci. Et donc, stigmatisation immédiate de ces jeunes, considérés comme des hooligans, ici, directement de nouveau une approche répressive qui est prônée par la classe politique, appelant à des sanctions immédiates, ce qui, en termes de présomption d'innocence, fait toujours froid dans le dos. Euh,
Du profilage ethnique qui est tout de suite assumé par les autorités, notamment de police de Blankenberg, qui annoncent, vous vous rappelez, en fait, on limitait les trains et l'arrivée dans les stations, donc du profilage ethnique comme ça, tout à fait décomplexé. J'étais tout à fait sidérée de ça, de voir à quel point, finalement, la loi antidiscrimination avait peu pénétré et peu été assimilée par nos responsables. Et évidemment, très vite, enfin, le jour même, des campagnes publicitaires sur Facebook du Vlaams Belang à caractère raciste de nouveau, tout à fait, comment dire, décomplexées. Alors, moi, j'ai fait là-dessus, et c'est grâce à ça qu'on se voit aujourd'hui, d'ailleurs, comme je fais avec mes étudiants ou avec mes enfants, c'est ne pas présumer que les jeunes sont complètement irrationnels et qu'ils pètent un câble comme ça sans raison. Ça ne veut pas dire que je légitime la violence, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le fait qu'on lance des parasols sur les forces de police. Ça, j'estime que, voilà, je suis très simple et très claire avec ça. Je suis contre la violence toujours. Après, j'ai quand même, de nouveau, c'est rationnel de penser qu'il y a des raisons à ça. Et avec les étudiants et dont Nassim qui est là, et que je remercie encore, on a creusé. Et d'abord, on s'est très fort inquiété du fait que 48 heures plus tard, on a présenté les jeunes qui ont été arrêtés ensuite de ces événements sur les plages, encore en maillot et pourrant regarder encore à pieds nus. Donc ce retour des va-nu-pieds au XXIe siècle, là, franchement, je veux dire, pour notre système judiciaire et notre système policier, ça me semble absolument inacceptable et très révélateur du déni et du mépris dans lequel on traite les jeunes à l'heure actuelle. Et alors, on s'est penché sur la question suivante, c'est qu'est-ce qui a provoqué, au fond? Est-ce que vraiment c'est dangereux, hooligan? Et je partage avec vous cette vidéo qu'on a retrouvée, on en a trouvé plusieurs, mais je ne vous en montre qu'une, montrant qu'en fait, vous allez voir, la violence est partagée. Il n'y a pas que ces jeunes issus de Bruxelles, sans doute francophones, plus jeunes, qui n'étaient pas des locaux, qui se sont montrés violents. Regardez avec moi. Ben voilà, comme vous voyez au début de cette vidéo, on en a retrouvé d'autres comme ça. Il y a des hommes plus âgés, des personnes qui ne sont pas de couleur, qui sont certainement pas des Bruxellois, qui sont des locaux, qui sont violents également vis-à-vis des jeunes. Et ici, ce qu'on voit bien aussi, c'est les provocations. Vous voyez, moi, je trouve particulièrement choquante la manière, cette espèce de provocation Saint-Jean comme ça face aux jeunes. Euh, euh, et on voit aussi ce que je trouve touchant, qu'à un moment donné, ils sont totalement pris au piège. On le voit bien ici. Vous voyez, il y a la marée qui monte et en fait, il y a une espèce de mur entre ces jeunes, enfin, entre ces jeunes, surtout entre la mer et ce mur de policiers et de locaux. Et donc, ensuite de ça, on a introduit un signalement auprès d'UNIA, reprenant à partir de ces vidéos différents facteurs qui nous semblaient constitutifs de discrimination ou d'indices de discrimination. On a demandé à UNIA qui est compétent dans ce domaine, d'enquêter non seulement sur ce qui s'est passé sur ces plages, mais aussi ce qui se passe devant ces tribunaux, parce qu'en fait, on ne sait plus très bien où sont ces jeunes. Les derniers articles de presse là-dessus montrent évidemment une terrible
sévérité par rapport à eux puisque ils ont été maintenus en prison. Il semblerait qu'il y ait un quatrième qui a été arrêté et donc il nous semble qu'il y a une forme de cumul ou des risques en tout cas de cumul de facteurs de discrimination, l'âge, hein, la couleur de peau, l'origine bruxelloise, on n'est pas certain qu'ils soient francophones, mais c'est vraisemblable. Bref, on voit bien qu'il y a un cumul, si vous voulez, de facteurs. Et de nouveau, moi je crois que c'est pas isolé, si vous voulez, c'est le cumul aussi de ces disproportions et de ces déséquilibres et de cette impensée sur les droits des jeunes. Et pour terminer, et on aura le débat, je pense que les pistes de réflexion qu'on doit avoir, c'est que par ce Covid-19, j'ai l'impression que revient en force une approche répressive des jeunes que depuis 1965 et la loi sur la protection de la jeunesse, on pensait révolue. Donc, on avait normalement évolué là-dessus. Vous voyez que les jeunes, ce n'est pas des sujets de droit pénal, comme c'est une approche protectionnelle qu'on doit consacrer. Et le Covid-19 est une remise en cause, mais massive. De nouveau, là, c'est un peu comme la démocratie représentative. Cette approche protectionnelle de la jeunesse ne résiste très mal au Covid-19. Deuxième chose, en termes de répartition des compétences, la jeunesse, en fait, est totalement fragmentée. Et du coup, et j'en termine par là, je pense que les responsabilités politiques sont complètement éclatées. En fait, personne n'est vraiment compétent pour les droits des jeunes et du coup, personne ne prend leur défense. Et du coup, aucun ministre ne dit, mais attendez, là, en termes de droits des jeunes, ça ne va pas. Parce qu'en fait, comme souvent, mais là, ça a un coût humain terrible, la répartition des compétences est explosée entre différents niveaux de pouvoir. On a bien une politique des familles, mais excusez-moi, une politique des familles, ce n'est pas du tout une politique des jeunes. Et donc, ça, il faudra réfléchir en ces termes-là, puisque manifestement, ici, se pose un problème de représentation, de porte-voix littéralement, et de défense des intérêts de cette catégorie de la population. Voilà, excusez-moi d'avoir été trop longue, je suis désolée, et merci beaucoup pour votre attention. Merci Anne-Emmanuelle pour cet exposé très clair et bien illustré. Le débat, il y aura des questions par après. Mais